Bienvenue dans le second chapitre de cette initiation à la gestion de projet. La vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait, était une petite introduction à ce qu'est un projet. Aujourd'hui, on va étudier l'avant-projet, ce qui se passe, tout ce qu'il faut faire pour bien démarrer. Vous avez les chakras bien ouverts parce que ça va être un petit peu plus long que la dernière fois. Allez-y, c'est parti. On va commencer par un petit jeu. Rien à gagner, rien à perdre. On va imaginer que je vous envoie sur une île et vous n'avez le droit à ne prendre que 3 objets pour aller sur cette île. Le jeu, c'est simplement de noter ces 3 objets que vous prendriez. On se donne 10 secondes pour réfléchir et puis noter vos réponses. Pas plus, l'important c'est d'être spontané. Allez, à tout de suite. Je vous envoie sur une île. Certains d'entre vous ont sans doute pensé à ce type d'île, avec des palmiers, du soleil, de la mer. Mais c'est une île déserte ou pas? Je dors comment? Je me nourris comment? J'y vais comment? Combien de temps je reste? Je suis seul ou pas? Il y a du courant électrique? Il y a internet? Mon téléphone y capte moi? Et d'ailleurs une île, c'est quoi comme île? Si c'était un petit peu plus froid, ou bien un peu plus chaud, ça pourrait encore être même un petit peu plus hostile. Ou bien alors juste à 1 heure de TGV de Paris, avec un peu plus de temps en ce moment, avec les contrôles douaniers, les tests Covid, etc. Bon, vous avez compris, si je n'ai pas un contexte qui est clair, si je n'ai pas suffisamment de précision, c'est pas évident de choisir les objets que je veux prendre dans ce cas-là. Bref, je ne suis pas en mesure de prendre les bonnes décisions. Et donc la bonne réponse à ce jeu, c'était que je ne sais pas quels objets prendre parce que ça manque un petit peu de détail et l'explication. Pour revenir au projet, ça va être pareil. En phase d'avant-projet, il va donc falloir passer du temps à comprendre le besoin jusqu'à avoir suffisamment d'éléments pour imaginer une solution qui répond à ce besoin. D'un projet à l'autre, on ne va pas disposer des mêmes éléments pour comprendre ce qu'il faut faire. Dans certains cas, on dispose d'une documentation complète qui explique bien ce qui est attendu. C'est un peu le cas idéal. Ça arrive de temps en temps, ça se produit plus facilement dans le cas d'appel d'offres d'une entreprise qui consulte des sociétés externes pour répondre à son besoin. Ceci dit, le fait de recevoir un cahier des charges décrivant un besoin ne signifie pas forcément que tout est inclus dans le document. Il faut creuser le sujet, ne serait-ce que pour s'assurer que l'on a tout compris. Seconde possibilité, j'ai un peu d'écrit, mais surtout des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Il va falloir les écouter pour récupérer leurs demandes, documenter ces éléments. Ça permettra notamment de valider ensuite qu'on est bien aligné sur leurs attentes. Et puis, il y a le cas plus extrême, où on a juste un titre, un mail avec une phrase. Là, on va devoir construire un questionnaire adapté pour tirer les vers du nez des personnes et prendre tout en main. Dans ce genre de situation, il vaut mieux être à l'aise avec le sujet pour accompagner cette expression du besoin. C'est là que des profils AMOA, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, vont être bien utiles. Dans la vraie vie, on a souvent un mélange d'un peu tout ça. Des demandes claires sur certains sujets, moins sur d'autres, il faut s'adapter. Bien évidemment, moins le besoin est documenté, plus on va passer de temps pour le comprendre. Et surtout, bien penser à valider notre compréhension. Identifier les zones de flou et les clarifier. S'appuyer sur des personnes en maîtrise du sujet pour comprendre, expliquer et penser à tout ce qui est attendu en termes de fonctionnement une fois que la solution sera en production. Si vous avez vu l'épisode 1, vous vous rappelez de ce petit dessin, le triangle coût, périmètre, délai. On va répondre à ces 3 points pour identifier ce qu'il y a à faire dans le cadre d'un projet et définir ce qu'est livrable. Quel outil ou solution je vais mettre en place, comment je vais le réaliser et comment il va être utilisable. Combien de temps il me faut pour arriver à ce résultat et de quelle manière je vais m'y prendre. Et puis combien ça coûte tout ça, tant sur la partie financière que sur le nombre de jours nécessaires pour y arriver. Je vous propose de considérer 4 grandes étapes pour identifier ce qui est à faire.
va d'abord étudier le produit. C'est évidemment le principal objectif du projet, mais pas que. On va aussi regarder la mise en œuvre. Quelles opérations doivent être réalisées pour aboutir au produit? L'environnement de fonctionnement, où va fonctionner le produit, de quoi a-t-il besoin pour fonctionner? Et puis enfin, l'utilisation. Que se passe-t-il une fois que la solution est réalisée pour s'assurer qu'elle continue d'être utilisable? On commence donc par le produit, autrement dit l'outil qui va être réalisé, mis en place. À ce stade, j'ai compris ce que les clients du projet, les futurs utilisateurs, attendent. On va commencer par faire une étude des solutions possibles permettant d'y répondre. La première question, c'est de se demander si je pars sur un logiciel existant ou sur un développement spécifique. Tout va dépendre du besoin. Je vais choisir un logiciel existant si je ne suis pas le seul à avoir ce besoin, s'il y a des solutions qui existent et qui y répondent, et aussi si je suis prêt à m'adapter. Le développement spécifique, je vais plutôt le choisir si personne n'a déjà traité le sujet, si les solutions du marché demandent trop d'adaptation pour correspondre à mes attentes, et aussi si je ne veux pas faire de concessions. Deux exemples un tout petit peu extrêmes pour expliquer le concept. Vous imaginez bien quand vous achetez un ordinateur que vous n'allez pas redévelopper Windows ou macOS à chaque fois. Vous prenez directement une de ces solutions qui en standard va vous donner immédiatement un moyen de travailler. Par contre, quand la NASA envoie une fusée dans l'espace, il y a sans doute besoin de logiciels qu'on ne trouve pas à la Fnac ni sur Amazon. Il va donc falloir développer des réponses spécifiques aux besoins très particuliers du fonctionnement d'une fusée. Premier cas, logiciel. Deuxième cas, développement spécifique. Pour un logiciel existant, je vais faire l'acquisition d'un produit qui est prêt à utiliser. Je vais donc devoir m'adapter à ce produit et donc il faut que je vérifie le niveau de personnalisation dont je dispose. Je vais vérifier également la compatibilité avec mon existant. Je vais avoir un coût à payer pour la licence, le droit d'utilisation de la solution, mais également pour la maintenance de cette solution par la suite. Puis enfin, je vais devoir vérifier quand il y a un changement de version de mon produit, comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, comment ça évolue. Pour un développement spécifique, je pars d'une page vierge, donc je peux personnaliser à outrance, faire tout ce que je veux, il n'y a pas de limite. Je vais adapter en conséquence évidemment ce développement à mon environnement, mais tout ça a un prix. Il va falloir que j'estime le temps nécessaire pour arriver à ce résultat. Et puis je vois également comment je peux gérer les évolutions de ce produit. Dans le cas d'un logiciel, on va plutôt parler de paramétrage. Je peux adapter certains fonctionnements en jouant sur des options que j'active ou que je paramètre. Dans le cadre d'un spécifique, on va parler de développement. Chaque opération va nécessiter d'être codée à partir d'un langage informatique, du rendu visuel à l'accès aux données, en passant par toute la partie qui traite ces données. Pas facile le choix du produit, hein. Et il y a encore plein d'autres questions à se poser au niveau du choix. Que je passe par un éditeur sur un logiciel ou que je fasse un développement spécifique en interne, comment je vais faire vivre cette solution par la suite? Qui va gérer les évolutions? Est-ce que j'ai la capacité à le faire? Je vais avoir des contraintes de performance, des contraintes de sécurité. Est-ce qu'elles sont bien couvertes par ce que je vais mettre en œuvre? Puis dans la vraie vie, des fois on a besoin de faire un mix entre plusieurs logiciels ou entre un logiciel et un spécifique. Et encore, à ce stade, on ne parle que du choix du produit. La mise en œuvre, c'est le chapitre d'après, et il y a encore plein de choses à penser. Ça y est, on a une bonne idée de la solution qu'on veut mettre en place. Évidemment, il y a un travail à faire pour évaluer le coût d'achat de cette solution, notamment le coût de licence si c'est une solution du marché. Mais ce n'est pas tout. Il y a tout un ensemble de tâches qu'il va falloir réaliser pour mettre en œuvre cette solution. Il va falloir estimer ces différents postes. Selon la solution, je vais avoir du développement, notamment quand c'est un spécifique, et ou du paramétrage, notamment quand c'est un logiciel acheté qui vont être à réaliser. Et puis sans doute de la reprise de données. Si par exemple j'utilisais une autre solution auparavant et que je veux pouvoir récupérer une partie de l'historique de cette solution pour mon nouvel outil. En général, on pense bien à tous ces sujets, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres postes qui doivent être qualifiés et qui sont importants pour sécuriser la réussite du futur projet. On a tout d'abord la gestion de projet, le pilotage, tout ce qui est orchestration des différents corps de métier qui vont intervenir.
Ça prend du temps tout ça, en réunion, en comité, en synchronisation, en gestion des alertes. Il va y avoir des analyses. En avant-projet, on va faire une qualification sans aller dans les détails. Une fois que le projet est démarré, on va rédiger le besoin fonctionnel, produire des études sur l'infrastructure, sur l'exploitation. Attention à la tradition orale. C'est ce qui fait aujourd'hui que des tas de civilisations disparues n'ont laissé aucune trace sur la planète. L'idée, c'est pas de faire de la doc qui ne sert à rien, mais de documenter un minimum pour garder des traces, être capable de vérifier pourquoi on a choisi tel ou tel paramétrage, quelles limites on a évoquées, quel usage métier on voulait couvrir. Sans écrit, chacun ira de sa croyance, son interprétation par la suite, et donc gestion de crise en perspective au moindre désaccord. La recette n'est pas à négliger non plus. Le temps à passer pour valider que tout fonctionne correctement. Plus un problème est détecté tôt, plus facile il sera à corriger, et plus minime sera son impact par la suite. La mise en production demande aussi un travail de préparation, de validation. Et puis enfin, la formation, l'accompagnement, qui font partie de la gestion du changement et qui vont aider les utilisateurs finaux à s'approprier la nouvelle solution. La somme de tout ça, ça va nous donner la charge de travail à produire. Bon, c'est pas une science exacte, mais si on multiplie par quelque chose autour de 2, la charge de réalisation, les premiers éléments, développement, paramétrage, reprise de données, on est en général pas trop loin de la charge totale à estimer. Et puis évidemment, quand on parle de charge, on pense à des jours à produire. Donc des sous, mais aussi à du temps pour réaliser tout ça, donc un planning. Hi, I'm Phil Roject from Berkeley Bonjour, Beach, je suis AGF. Phil Roger. I'm an expert. Joe was a cab driver. Joe est un bon ami à moi. Doesn't go everywhere. Et comme il le dit Doesn't drink toujours, soda. le délai c'est Zero important. cab. Il vaut mieux être dans les temps Navy que dans part le of the lac. city. Come on, Joe. Ok, c'est bien tout ça, mais je fais comment pour mesurer cette charge? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours une incertitude sur les analyses. En avant-projet, on n'a pas forcément tout le temps nécessaire pour aller au bout des sujets, on fait donc des hypothèses. Il peut aussi y avoir des sujets qui ne sont pas complètement décidés, donc là aussi, on fait des hypothèses. Puis tant que les choses ne sont pas faites, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. C'est pas toujours facile à expliquer à des sponsors ou des financiers tout ça, parce qu'eux, ils attendent des infos sûres, détaillées à la virgule près. Attention, j'en connais aussi qui n'entendent que les hypothèses les plus optimistes. Pour autant, il faut estimer le plus justement possible et essayer de minimiser cette incertitude. Il peut arriver qu'on dispose d'ABAC. Un ABAC, c'est une recette de cuisine qui prémâche un petit peu le travail en donnant des charges qui ont été établies en s'appuyant sur l'expérience de projets passés similaires. C'est bien pratique quand ça existe et évidemment, ça simplifie le travail de tout le monde. En l'absence d'ABAC, il faut essayer de s'appuyer sur des experts du sujet qui vont vous donner un point de vue plus pointu que le vôtre, à moins que vous ne soyez évidemment vous-même un expert. Et sinon, on entre en phase d'analyse, point par point, et on essaie de découper le besoin en plus petites tâches et de chiffrer chacune d'entre elles. Et si on n'a vraiment rien, qu'il faut jeter une bouteille à la mer pour avoir des charges, il sera important d'être très prudent et aussi de bien informer tout le monde des hypothèses qui seront faites, histoire que tout le monde soit bien au courant du risque de cette incertitude. Retenez bien qu'à 2 cerveaux, on réfléchit mieux qu'avec un seul. Il ne faut pas hésiter à solliciter d'autres personnes pour valider les chiffrages. Il faut bien retenir également que l'expérience, ça compte. Il faut penser par la suite à revenir sur les estimations qui ont été réalisées sur un projet pour voir si on était dans le vrai ou pas. Ça vous aidera à progresser et à capitaliser pour le futur. On a fait des hypothèses, on a essayé de sécuriser au maximum, mais a-t-on fait le bon choix? Est-ce que ça va marcher? Un moyen de se rassurer, c'est de faire un POC, Proof of Concept. Ça va consister à mettre en place une partie du projet pour tester une fonction, vérifier des performances, assurer que la solution retenue répond aux besoins. Le truc, c'est pas de faire tout le projet, mais d'identifier les points où on a un doute et de chercher à l'enlever, ce doute. On va donc installer, développer, paramétrer juste ce qu'il faut pour démontrer que ça tient la route.
Ce qui va être démontré n'a normalement pas vocation à être utilisé par la suite. On va donc au plus vite, en mode efficace. C'est du jetable, mais du jetable qui permet de vérifier qu'on a fait le bon choix. Vaut mieux se rendre compte au plus tôt si tout est OK ou s'il y a un problème. Cette fois-ci, on est confiant sur la solution retenue, on a une idée claire de ce qu'il va y avoir à faire, on peut donc y aller. Bah pas encore. Il reste à voir comment on va piloter le projet. On va avoir 3 grandes manières de piloter un projet. En approche agile ou via une approche un petit peu plus traditionnelle. Schématiquement en agile, on donne la priorité à la gestion du délai et du budget. Il y aura un épisode pour décrire cette méthode un petit peu plus loin. En approche traditionnelle, on va plutôt donner la priorité au périmètre à livrer. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi sur les dimensions délai et budget. Et en conséquence, on va avoir 2 façons de traiter le sujet, notamment au niveau du budget, soit en gérant au consommé, soit en gérant au forfait. Pour la gestion au consommé, ça va être surtout pour des projets où on a du mal à définir précisément le périmètre de ce qui doit être réalisé. On fait une évaluation, mais on risque de déborder, surtout si on laisse la porte ouverte à des modifications, évolutions importantes en cours de projet. Les personnes qui gèrent les finances aiment bien savoir en amont combien un projet va coûter. Du coup, cette approche, elle ne leur plaît pas beaucoup, et ça peut se comprendre. Pour la gestion au forfait, c'est le contraire. On va s'engager sur un périmètre le plus figé possible. En conséquence, on identifie la charge et le temps nécessaire pour y arriver plus facilement, et on va prendre l'engagement de tenir ces 2 dimensions. C'est important dans cette approche de prendre un petit peu de marge sur le budget, sur les délais qui va être validé. Ça évite d'avoir à revenir sur ces sujets à la moindre petite évolution demandée. Et il y en a toujours. Ou au moindre souci aussi qui peut arriver au cours du projet. Et il y en a toujours aussi. Dernier sujet sur les réflexions à mener pour la mise en œuvre. Qui va réaliser ? Je ne parle pas ici des corps de métier qui vont travailler. On sait que le développement sera fait par les développeurs, le pilotage par les chefs de projet, etc., etc. L'idée ici, c'est de se demander si je vais devoir faire appel à des ressources externes pour m'accompagner dans mon projet. Ça peut être des renforts. Je n'ai pas assez de personnes en interne pour réaliser les tâches à faire. Ça peut être des experts. Je n'ai pas de personnes en interne avec les compétences nécessaires pour réaliser les tâches à faire. L'impact de ces 2 types de besoins, le budget est consacré. Il faut que je fasse entrer ces éléments dans mon enveloppe budgétaire qui sera présentée pour valider le projet. Tant qu'on est dans le budget, a-t-on pensé à tout ? Pour que ma solution fonctionne, il va y avoir différents petits détails à mettre en place et accessoirement à budgéter. L'environnement de recette. Mon application va fonctionner sur un environnement de production. Jusque-là, ça va. Mais pourquoi mettre en place un environnement de recette ? Imaginez que votre application fonctionne depuis plusieurs mois, tout va bien, et à un moment, quelqu'un demande une évolution. Évolution, ça veut dire modification, ça veut dire impact potentiel. Soit je prends le risque de faire l'évolution en production directement, je serre les fesses, j'allume un cierge, je croise les doigts et j'espère que tout ira bien. Autre approche, j'ai un environnement de recette. Je vais mettre en place mon évolution sur ce dernier, je vais le valider, vérifier que ça correspond bien à ce que les utilisateurs attendent, et quand tout est OK, je le livre en production. Évidemment que c'est plus sécure. Mais évidemment, ça a un coût. Dès qu'une application est critique, il faut considérer cette option. On n'achète pas qu'un environnement de recette, on achète de la tranquillité, de la sécurité. La partie stockage des données. En général, une application informatique, ça a besoin d'utiliser des données. Ces données, il faut les mettre quelque part. On utilise pour ça une base de données. C'est pas forcément gratuit. Et puis tant qu'on est dans la donnée, c'est peut-être pas idiot d'imaginer le pire. Et si ma base de données avait un problème un jour, ça peut être pertinent de penser à des solutions qui vont me permettre de sauvegarder une copie de ces données, histoire de pouvoir les restaurer en cas de problème. Vous l'aviez déjà noté, mais ça ne mange pas de pain de se le rappeler. Si j'ai choisi d'utiliser un logiciel existant, il y a de fortes chances que je doive acheter ce logiciel et prévoir du support ou de l'assistance pour ce dernier. Attention,
Il aura peut-être besoin d'autres logiciels pour exploiter, héberger, tester, développer, etc. Le réseau. On est tous connectés aujourd'hui dans la vie perso, j'ai une box internet, un abonnement data avec mon téléphone et c'est parti. Dans la vie boulot, ça peut suffire ou pas. Je dois me connecter à un ordinateur sécurisé, j'ai besoin de performance pour que les applications tournent vite sur les ordinateurs des utilisateurs, je sauvegarde des données à distance, etc. Il y a plein de cas où je risque d'avoir besoin de considérer des éléments réseau à mettre en œuvre. Ça aussi, c'est un budget à prévoir. Et puis enfin le matériel. Je dois investir dans des serveurs pour faire tourner l'application qui va être développée. Je dois faire évoluer les ordinateurs de certains collaborateurs, prévoir des tablettes. À chaque projet son besoin, mais autant budgéter tout ça et s'assurer donc que les configurations matérielles en place sont suffisantes ou pas. Sans oublier que si je dois installer ce matériel, il va falloir des gens pour le faire et du temps. Aucune prétention d'être exhaustif sur ce slide. Ce ne sont que quelques cas parmi tant d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout d'aller échanger avec les experts pour vérifier qu'on a pensé à tout. On n'a pas oublié quelque chose ? On n'a pas parlé de l'environnement de production. C'est comme pour une maison. Je veux louer ou je veux être propriétaire ? Pour la location, on va parler de SaaS, Solution as a Service. Je loue l'accès à la solution et tous les mois, je paye une redevance correspondante à ce qui va englober la solution, les machines utilisées pour la faire tourner et le support, la maintenance de tout cet environnement. Cette approche va me permettre de ne pas avoir de coûts d'investissement importants au début du projet, de bénéficier d'un tout en un et de ne pas avoir à me soucier de l'exploitation qui est déléguée au prestataire qui gère tout ça. Bien évidemment, je continue de payer ad vitam aeternam tant que je souhaite utiliser cette solution. C'est la location. Pour l'autre approche, on parle de on-premise. La solution va m'appartenir. Je paye les licences et je dois gérer tout ce qu'il faut pour la faire fonctionner. Les machines, la main-d'œuvre pour installer, exploiter. Je maîtrise davantage, mais je porte aussi cette responsabilité. C'est l'achat, je suis propriétaire. Il y a une approche intermédiaire, le PaaS, Platform as a Service. Dans ce cas-là, la solution m'appartient, je paie les licences, leur support, mais je délègue l'exploitation et l'hébergement de cette solution à un tiers, à qui je vais payer une redevance mensuelle pour cette partie. You just need one sign. Bonjour, je suis Phil Roger et je valide cette vidéo. This is clear. Something N'oubliez pas, la gestion de projet, ce n'est pas difficile, mais c'est compliqué. in runtime. On passe maintenant à 4 sujets essentiels qui sont importants pour la réussite d'un projet. La dimension sécurité, c'est un point qui devient aujourd'hui obligatoire dans les solutions. Garantir la sécurité des données, éviter le piratage, sans oublier les contraintes légales autour du RGPD. On ne peut plus réaliser un projet aujourd'hui sans tenir compte de ces risques. Le 100% sécurité, c'est difficile voire impossible à atteindre. Il faut donc, sur cette thématique, bien fixer les limites. Dans les entreprises, on trouve de plus en plus des monsieur sécurité. Il est donc essentiel de travailler et valider cette partie avec eux. Second sujet, l'exploitation de la solution. Rappelez-vous, la vie d'un projet, ça commence le jour où il passe en production. C'est là que les vrais ennuis commencent. C'est donc important d'anticiper la préparation de cette étape et de définir comment elle se déroulera. Comment je pilote le bon fonctionnement de ma solution, qui aura la charge de son suivi, comment traite-t-on les incidents, quels sont les SLA, les Service Level Agreement, dit en français, les engagements de service que l'on s'engage à garantir. Troisième sujet, l'administration de la solution. Là, attention, ça peut être un parent pauvre du projet. On peut le négliger, mais si c'est le cas, il faut le faire en connaissance de cause. Un exemple pour illustrer. Imaginons que l'on construise une solution dans laquelle je vais devoir donner des droits d'accès à des catégories d'utilisateurs. Première approche,
Je vais développer une application d'administration qui va permettre à un administrateur de se connecter et de créer, gérer, modifier ses utilisateurs et les groupes associés. Bien pour des volumes restreints et pour permettre à un utilisateur final d'avoir de l'autonomie sur cette gestion. Autre approche, je fais un petit programme qui intègre ces données en automatique à partir d'un fichier avec les informations à traiter. C'est pratique pour des volumes plus importants, sans doute moins coûteux en développement et peut-être un peu plus complexe à utiliser pour un utilisateur final qui est un peu plus distant de l'informatique. Dernière approche, je ne fais rien. Si ma liste d'utilisateurs ne bouge pas, pourquoi pas? Mais à chaque fois que j'ai un utilisateur à créer ou à modifier, je vais devoir faire appel à un informaticien pour aller faire des modifications, probablement directement dans une base de données. Moyen. Ces 3 approches peuvent avoir du sens, tout dépend du contexte. L'important, c'est de choisir la bonne solution appliquée en fonction de ce contexte et de ne pas subir un oubli par la suite qui impose une gestion dégradée et inadaptée de cette partie administration. Dernier sujet, le ROI, le retour sur investissement. On ne traite pas toujours ce point dans un projet, mais c'est un truc qui peut être hyper intéressant pour valider la pertinence de celui-ci. Le but consiste à estimer le retour sur investissement de la solution. J'investis X dans un projet et j'estime combien ça va me rapporter ou me faire économiser. Ça peut aider à faire passer un budget sur un projet et ça rassure les décideurs et les financiers. Attention, pas d'entourloupe possible. La logique, vu qu'une fois que le projet est terminé et en production, on fasse vérifier que les économies ou gains annoncés sont bien au rendez-vous. Ces 4 sujets peuvent représenter chacun une charge de travail et donc un budget substantiel. Il ne faut donc pas les négliger au risque d'avoir de mauvaises surprises par la suite, soit au niveau de la qualité, soit au niveau d'éventuels budgets additionnels pour y pallier. On n'a pas parlé des contraintes et des limites. Lorsque l'on réalise l'étude d'un projet, on recherche évidemment une solution qui répond à ses besoins. Ça peut être important d'exposer les limites de cette solution, de bien expliquer ce qui ne va pas être couvert par la solution. Le but, c'est d'éviter les déconvenues en cours du projet, du style « Ah je pensais que ça s'était couvert » ou encore « Évidemment que ça doit faire partie de la solution, je ne l'avais pas demandé, mais ça paraît tellement logique. » On peut aussi mettre des limites sur une problématique d'environnement, de fonctionnement. Par exemple, l'application qui va être livrée ne fonctionnera pas sur un smartphone. Ou encore, seules ces fonctions pourront être utilisées sur un smartphone. Les limites, ça peut permettre également d'expliquer en termes de performance de la solution ce qui sera couvert. Par exemple, je réponds à une requête dans un temps de moins d'1 seconde. Ou enfin, d'exposer des problématiques sur la gestion des incidents. En cas de plantage, la solution aura besoin de 4 heures pour être à nouveau opérationnelle. Ou encore, les données sont sauvegardées toutes les 24 heures, donc en cas de problème, je risque de perdre au plus une journée de ces données, etc., etc. Plus on est précis sur le périmètre couvert et non couvert, plus c'est clair pour chacun. Libre ensuite au donneur d'ordre de demander à aller plus loin sur certaines de ces limites, au risque bien évidemment de devoir engager un budget ou du temps supplémentaire. On n'a pas parlé de la gestion du changement. Ne jamais négliger ce point sur les équipes qui vont utiliser la solution livrée. La nature, elle a horreur du vide, et l'humain, il a horreur du changement. Plus on informe en amont les utilisateurs de ce qui va se passer, plus on les implique dans le déroulement du projet, plus facile sera le passage à la nouvelle solution. On reviendra sur cette partie dans le prochain module. Mais en tout cas, il faut retenir de bien réfléchir au comment on va impliquer les futurs utilisateurs dès l'étude du projet. On n'a pas parlé du go, no go. C'est là que tout se décide et c'est finalement à ça que vont servir tout ce qui a été fait en amont. Il vient un moment où il va falloir décider ce qu'on fait. On y va ou on n'y va pas.
Et pour prendre cette décision, on a besoin de 2 éléments. Celui ou ceux qui décident, et les éléments pour lui permettre de décider. Pour permettre de prendre la décision, finalement, on va se baser sur quoi? Les éléments du triangle projet. Le périmètre, il va servir à quoi ce projet? Il répond bien aux attentes, on a validé que la solution est celle qu'il nous faut. Le délai, ça va être disponible quand tout ça? Et globalement, ça va se passer comment? Et le coût, c'est quoi le budget de tout ça? Éventuellement, comment j'assure la rentabilité de cet investissement? Si on a bien travaillé, on obtient un go. Le projet va pouvoir commencer, on a le OK du décideur, le sponsor, pour y aller. Et sinon, on a aussi bien travaillé, mais soit l'étude montre que la solution n'est finalement pas rentable, ne correspond pas à ce qu'on attendait, et on décide d'en rester là, soit on a peut-être des points qui restent à traiter, et on va devoir analyser un peu plus avant d'avoir le go, ou valider un budget un peu au-delà des attentes, etc., etc. On n'a pas parlé de la contractualisation. Le projet est validé, on va devoir contractualiser sa mise en œuvre. Ça va concerner les solutions logicielles choisies, la mise en œuvre avec éventuellement des prestataires externes, l'exploitation de cette solution. Vous êtes juriste, c'est le moment d'entrer dans le jeu et la balle est dans votre camp. Vous n'êtes pas juriste, faites appel à des spécialistes pour vous aider. Pour des solutions simples, on peut avoir des modèles tout faits qui ne sont pas modifiables et là, pas besoin d'aide. Quand vous achetez un abonnement téléphonique, on vous donne un contrat standard à signer, vous ne pouvez pas le modifier, vous l'acceptez ou vous ne prenez pas l'abonnement. Et bien là, c'est pareil. Pour les solutions plus complexes, où les contrats sont remis en cause, pour y ajouter des clauses, des particularités, passez par un spécialiste. Et attention, ça peut prendre du temps de produire un contrat. Il vaut mieux prendre ce temps pour s'assurer que tout est clair, plutôt que de vouloir aller trop vite et de risquer des zones de flou qui pourraient se retourner contre vous en cas de problème. La plupart du temps, et quand tout va bien, finalement le contrat ne va pas servir forcément beaucoup. Normal, puisque tout va bien. Mais si ça va moins bien, on est content d'avoir ce cadre pour valider comment on doit se comporter en cas de problème, qui est en tort, qui porte la responsabilité des sujets. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. Ouf! Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, pour bien évaluer ce qui est à faire, c'est important de commencer par bien comprendre ce qui est attendu. L'analyse qu'on va produire, elle doit donner une réponse fonctionnelle et technique, un planning et un budget de mise en œuvre. C'est ce qui va répondre à nos problématiques de coût, de périmètre, de délai. Le but, c'est de décider avec ces éléments si on y va ou pas. Faut pas hésiter à prendre du temps. Parfois, ça peut permettre d'aider à en gagner par la suite. Puis enfin, le diable est dans le détail. Vous êtes parfait, je sais bien, super intelligent, mais n'oubliez pas qu'ensemble, on va plus loin. Réfléchir à plusieurs, partager ses analyses, faire appel aux experts, c'est pas inutile. Et puis tant que le projet n'est pas terminé, il peut se passer plein de choses. Il y a toujours une part d'incertitude. On doit donc la minimiser, mais on ne peut pas la faire complètement disparaître. Bon, j'ai pas tout compris là, vos histoires de projet, de partir sur l'île là, mais maintenant j'y suis et on fait quoi là? Hein?